Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Vérité vraie, je suis toujours très touchée quand vous me dites que je vous remotive pour votre apprentissage des langues. D'abord parce que, en fait, c'est mon but, et ensuite parce que j'ai littéralement 9 de tension. 10 les bons jours. Je suis en bonne santé, j'ai toujours été comme ça, mais j'ai l'impression que j'ai pas assez d'énergie pour être une vraie cheerleader, une vraie motivatrice. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que l'invitée de cet épisode, elle a de l'énergie à revendre. Bon, elle a aussi de la suite dans les idées, c'est pour ça qu'elle est là, et aussi, et surtout, plein de choses à nous apprendre. Et dans sa voix, je te le dis, il y a assez d'enthousiasme et de détermination pour te requinquer, te rebooster à fond les ballons pour au moins une bonne semaine. Alors installe-toi bien et sois prêt ou prête à être regonflé à bloc. Oui, mais de quoi parle-t-on, Coralie ? Eh ben, aujourd'hui, avec Yasmine Le Cire, on s'inscrit dans la lignée des invités pionniers et pionnières reçus sur ce podcast. Dans cette catégorie, on a reçu très récemment Tania Klimova, par exemple, qui a sorti son podcast en 2008 à l'heure où on ne connaissait pas encore la signification du mot podcast. Et aujourd'hui, on est avec Yasmine, qui est professeure de français, entrepreneur et gérante d'école de langue avec plus de 15 ans d'expérience dans l'enseignement du français langue étrangère, avec un parcours de polyglotte inspirant parce que résilient et fun, c'est joyeux, ouais. On est avec une femme dynamique, engagée, sans langue de bois et toujours tournée vers la réussite de ses élèves. Elle est à la tête de l'école I Learn French, à la tête du podcast Le Français avec Yasmine et aussi à la tête du club de Yasmine. En parlant de son podcast, elle vient de sortir son 200e épisode où elle revient sur tout son parcours pro. Alors pour compléter l'épisode du jour, n'hésite pas à aller le consulter, tu le retrouveras en description. Si j'ai fait venir Yasmine sur le podcast, c'est pour 2 raisons principales qui te concernent. La première, c'est dans le titre de l'épisode. Il est temps qu'on parle des listes de vocabulaire. J'en ai trop vu traîner de listes de vocabulaire. J'ai trop reçu d'élèves qui avaient passé des mois à travailler à l'apprentissage par cœur de mots avec leur signification pour ne pas sauter sur l'occasion d'aborder ce sujet dans le podcast. J'avais vraiment envie de le traiter depuis longtemps. Et le second sujet, tu es ici à la Fabrique à Polyglotte. Alors tu te doutes que la notion de polyglotte, elle est plutôt importante. Et quand j'ai vu que Yasmine communiquait sur le fait qu'elle enseignait avec la méthodologie des polyglottes, j'avais hyper envie d'aller creuser la chose et je n'ai pas été déçue. Autre point important de cet épisode, on va parler d'un autre sujet cher à mon cœur, c'est la grammaire et c'est le fait de lui redonner sa juste place. C'est quelque chose que je répète assez, mais la pédagogie, c'est aussi de la répétition. Donc je suis contente qu'on réaffirme cette chose-là. En somme, aujourd'hui, tu as droit à un épisode reboostant qui adresse enfin le sujet de l'apprentissage du vocabulaire, partiellement, j'en conviens, mais de quoi nourrir ta réflexion, j'en suis sûre, qui revient en mode rappel sur beaucoup de notions importantes à notre communauté de polyglottes en herbe. Et voilà, c'est cadeau. Bonne écoute. Bonjour Yasmine, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui et la première chose que je veux savoir de toi, c'est tu es qui comme apprenante de langue, comment tu es tombée dans le bain des langues et aujourd'hui tu parles combien de langues ? Bonjour Coralie, merci beaucoup pour cette invitation, c'est trop bien. Alors, je m'appelle Yasmine Le Cire et mon aventure avec les langues a très mal commencé. Donc, je suis née en France et j'ai grandi en Belgique. Mes parents parlaient français à la maison, mais mon père ni ma mère avaient le français comme langue maternelle. Donc, mon père est néerlandophone et ma mère est née en Algérie. Bon, à l'époque, c'était la France, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, la deuxième langue de ma mère, c'était vraiment le français. Donc, à la maison, on parlait que français. Et étant donné que j'ai grandi en Belgique, la langue, c'est un pays polyglotte, mais l'apprentissage des langues étrangères à l'école était plutôt mauvais, de très mauvaise qualité. Donc,
j'avais des cours de néerlandais et des cours d'anglais à l'école, mais c'était vraiment l'enseignement traditionnel, classique, avec des classes qui étaient beaucoup trop nombreuses, pas assez d'heures de cours pour pratiquer, des méthodes d'enseignement qui étaient vraiment un peu old school, on va dire. Et donc, jusqu'à mes 19 ans, je n'aimais pas trop les langues. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais que j'ai le préjugé positif d'imaginer que ça se passe très bien en Belgique et que à l'école, c'est sympa d'apprendre les langues, tu vois. Je découvre que finalement, ça peut être aussi scolaire là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé alors quand tu as eu 19 ans? En Belgique, en fait, on pense, voilà, vu de l'étranger, que tout le monde parle plein de langues et tout ça. Et en fait, les personnes qui sont bilingues ou trilingues sont assez rares. Donc, il y a beaucoup de néerlandophones qui parlent pas français et il y a beaucoup de francophones qui parlent pas néerlandais. L'enseignement est pas de super bonne qualité. Donc, étant donné que moi, l'école, c'était pas vraiment mon truc, j'ai décidé de partir en Espagne pour apprendre l'espagnol. Et c'est vraiment là que j'ai eu un déclic avec les langues. J'ai adoré mes cours d'espagnol, c'était des cours intensifs, les profs étaient vraiment géniales, super passionnantes, inspirantes, motivées, de super bonne humeur, les contenus des cours aussi étaient complètement différents. Comme j'avais une expérience traumatisante avec l'enseignement de l'anglais et du néerlandais et que j'ai découvert l'espagnol et ses professeurs qui étaient vraiment géniaux, je me suis dit, il y a un truc. J'adore apprendre l'espagnol. Je pense que je vais pouvoir apprendre quand même l'anglais parce que j'ai d'abord appris à bien parler espagnol et puis après l'anglais. Et je me suis dit, je suis certaine que je vais pouvoir trouver des cours d'anglais qui sont aussi cool que ces cours d'espagnol, ce que j'ai fait. Donc, j'ai trouvé ces cours d'anglais. Et là, j'ai adoré à chaque fois tous les cours de langue que j'ai pris, mais c'est uniquement en étant adulte que je me suis plus ou moins réconciliée avec l'apprentissage des langues étrangères. Donc, j'ai appris après 19 ans. Et comment t'as fait? Ça a été quoi ta démarche pour te dire, ok, c'était sympa, c'était à l'étranger. Comment est-ce que je fais pour retrouver la même chose pour l'anglais? C'était quoi les ingrédients qu'il te fallait? Comment t'as procédé pour les trouver, ces cours-là? Alors, j'habitais donc à Madrid à l'époque et j'avais dans mes cours d'espagnol des personnes qui parlaient anglais aussi, qui étaient américaines ou des anglais. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'arrive pas à communiquer en anglais? Donc ça a vraiment été le déclic. Et je me suis dit, je vais chercher à Madrid des cours intensifs d'anglais, plus ou moins le même format que j'avais eu pour l'espagnol. Et donc, pour les cours d'anglais, j'avais un cours semi-intensif. C'était 2 fois 3 heures par semaine pendant 3 mois dans des tout petits groupes. Le prof était génial, c'était un gros fêtard, donc il racontait des histoires de soirées, des trucs comme ça, donc c'était vraiment super drôle. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai réalisé que les cours qui sont donnés dans les écoles classiques traditionnelles et les cours qui sont donnés à un public adulte sont vraiment différents et ils sont géniaux. Enfin, après tous les autres cours que j'ai suivis, j'ai toujours eu des très bonnes expériences. J'ai plus jamais revécu l'expérience traumatisante que j'avais vécue quand j'étais adolescente. C'est fort quand même de mettre le mot traumatisant et c'est un mot qui revient souvent et en effet ça peut laisser des marques assez fortes. Comment tu passes de ça y est, maintenant j'ai trouvé un peu mon approche pour aimer apprendre les langues à ça devient ton métier? Alors, là, c'est une autre histoire, toujours à Madrid. En Espagne, j'ai une copine qui est francophone, native, et qui donne des cours particuliers comme job alimentaire. Elle doit partir en voyage, et elle me dit, tu dois me remplacer parce que cet élève doit préparer un examen hyper important, et il faut absolument qu'elle continue à pratiquer. Je dis, mais Mélanie, je ne peux pas donner de cours. Je déteste l'école, donc oublie-moi, ça va pas être possible. Et finalement, elle m'a dit, écoute, si t'es mon amie, tu dois m'aider. Et donc, j'ai donné mon premier cours particulier à une élève qui avait déjà un très bon niveau. Donc, elle parlait français. Et je me souviens, on avait pris un article du journal Le Monde qu'on a lu ensemble. Et on a fait le vocabulaire ensemble. Et je lui ai posé des questions. Et ça s'est super bien passé. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai adoré donner ce cours, communiquer avec elle, voir qu'elle posait des questions, qu'elle pouvait répondre. Je me suis dit, il y a quelque chose ici à creuser, alors que vraiment, je ne voulais pas donner ce cours particulier. J'avais pas du tout envie. Et c'est ce cours qui a été déclencheur, parce qu'après, donc, cette même amie m'a donné une copie de son livre d'enseignement du français. Donc là, à l'époque, c'était, je sais pas si tu connais, le livre La grammaire progressive de Clé internationale, le livre bleu. La plupart des personnes qui apprennent le français langue étrangère connaissent de près ou de loin ce livre. Elle m'avait donné une photocopie. Après, ensuite, j'ai acheté ma copie parce que c'est pas bien de faire des photocopies.
C'était il y a 15 ans. J'utilise toujours le même livre de grammaire encore aujourd'hui. Et ça donne envie d'aller à Madrid pour avoir des propres révélations sur sa vie parce que c'est incroyable tous les changements qui se sont passés là-bas. Moi, j'ai adoré Madrid. Bon, je suis partie après parce qu'il y a eu la crise et tout ça, mais je recommande faire un passage à Madrid. En tout cas, pour moi, ça a été révélateur. Et aussi, c'est une ville magnifique. La culture espagnole aussi, elle est magnifique. La cuisine, tout est génial là-bas. Ouais, c'est étonnant. Une vocation est née avec un premier cours. C'est fou. Comme on le disait dans l'introduction, tu es aujourd'hui à la tête de I Learn French, qui est vraiment, aujourd'hui, on peut utiliser le mot écosystème tellement il est composé de plein d'outils différents pour apprendre le français. Et avant même qu'on entre dans le détail de tout cet écosystème, la question que je voudrais te poser, c'est sur ce qui m'a capté dans ton travail, c'est cette mention-là que tu utilises la méthodologie des polyglottes et aussi comment tu l'as découverte. Comment ça a commencé? Ça a commencé avec des cours de portugais brésilien. Donc, je partais au Brésil et j'avais suivi quelques cours particuliers pour préparer mon voyage. Et la professeure m'a dit, écoute, pour avoir un lien avec la langue, écoute des podcasts. Donc, elle m'a recommandé un podcast qui offrait gratuitement la transcription. Donc, je pouvais suivre ce que le podcasteur disait et j'ai trouvé ça révolutionnaire. Et je me suis dit, je vais voir si ça existe en français. Ça n'existait pas encore en français à l'époque, où il y avait quelques podcasts, mais qui n'étaient pas très, très intéressants. Et je voulais offrir cette même ressource à mes élèves, donc je me suis dit, je vais créer mon podcast. Donc, je crée quelques épisodes et j'offrais aussi la transcription aux élèves de l'école. Et ensuite, en cherchant d'autres polyglottes et aussi pour pouvoir améliorer mes méthodes d'enseignement avec mes élèves, j'ai commencé à suivre des polyglottes, dont un qui s'appelle Luca Lampariello. Je sais pas si j'ai pas vu qu'il est invité. Il est intervenu sur le podcast pour nous parler de traduction bidirectionnelle. Exactement. Et donc c'est sa méthode. Donc un jour, il cherchait des personnes pour traduire son cours de l'anglais vers le français, en échange de recevoir gratuitement donc cette méthode. Et donc en traduisant son cours, je me suis dit mais c'est exactement la même chose que je propose avec les épisodes de podcast. Bon, lui il va beaucoup plus loin dans sa méthode. D'ailleurs, je la recommande à tout le monde. Sa formation elle est vraiment extraordinaire. Et évidemment, il faut prendre la version française parce que c'est moi qui l'ai traduite. Et donc dans sa méthode, il disait déjà plusieurs choses qui sont hyper intéressantes, dont on a besoin d'une seule ressource. On n'a pas besoin d'acheter 40 000 livres pour apprendre une langue, et ça c'est aussi une erreur, je pense que beaucoup de personnes font, et c'est pas grave, hein, mais d'acheter un livre de grammaire, un livre de vocabulaire, plusieurs méthodes de grammaire de plusieurs maisons d'édition, et il dit non, stop, un seul livre. Commence avec un livre. Bon, déjà, ça fait une économie et aussi c'est moins stressant parce que combien de personnes n'ont pas acheté 40 000 méthodes qui n'ont jamais ouvert? Ça a été révélateur, et aussi de pouvoir apprendre avec une ressource qui soit pas uniquement, par exemple, un texte avec des explications de grammaire, mais plutôt un texte avec le support audio. Donc, faire le lien avec ce qu'on lit et ce qu'on dit, surtout en français, car tu le sais, on adore écrire des lettres qu'on ne prononce pas. Et donc, pouvoir offrir ce type de ressources à mes élèves, je me suis dit c'est révolutionnaire. Et quand j'ai vu que c'était en plus la méthode qui était proposée par Luca, j'ai dit voilà, je savais pas que c'était dans cette direction-là que j'allais, mais je savais que j'étais pas complètement dans le faux. Est-ce qu'il y a des langues que tu as appris après avoir eu connaissance de cette méthode? Le portugais, j'ai continué le portugais. Donc j'ai commencé avant de découvrir la méthode de Luca, je l'ai fait encore après. Je sais pas si j'ai répondu à cette question, mais je pense pas. Mais je parle français, anglais, espagnol et portugais. J'ai appris le néerlandais forcément, mais ça c'est toujours en stand-by, on va dire. L'arabe et l'hébreu. Dans un monde idéal, quand j'avais 30 ans, je me suis dit, je vais apprendre aussi l'italien et l'allemand. Bon, ça, c'est des projets pour beaucoup, beaucoup plus tard. C'est exactement la question que je voulais te poser en t'entendant. C'est pour qui c'est fait? Est-ce que ça marche pour tous les futurs polyglottes ou tous les apprenants? Et ce que je comprends, c'est que ça marche plutôt pour les profils débutants, mais a priori pour tous les types d'apprenants, c'est ça? Pour la méthode de Luca, moi personnellement, et avec ce que j'offre dans mon podcast, dans le club, donc c'est l'audio et la transcription, c'est pour les niveaux intermédiaires. Je recommande plutôt pour des personnes qui sont déjà un petit peu autonomes dans la langue et qui peuvent, par exemple, comprendre 70% ou 70% pour les Suisses et les Belges, de l'audio. Ok.
Donc là, on parle spécifiquement du podcast. Une autre chose qui m'a happée ou intéressée dans la manière dont tu présentes ton travail, c'est ce que tu racontes sur le vocabulaire, parce que souvent tu dis oublions les listes de vocabulaire, et si on peut parler des traumas d'école, je crois que c'est les listes de verbes irréguliers ou les listes de vocabulaire en anglais qui m'ont assez traumatisée personnellement. Donc quand on dit fini les listes de vocabulaire, je suis très contente, même s'il y en a qui aiment beaucoup. Quel est le conseil ou quelle est l'approche que tu as du coup du vocabulaire dans I Learn French? Alors, les listes de vocabulaire, c'est hyper rassurant. C'est joli, on se dit qu'on va apprendre quelque chose et puis on les écrit, peu importe que ce soit à la main ou à l'ordinateur. Mais le souci des listes de vocabulaire, et je te rejoins sur les listes de verbes irréguliers, c'est interdit. C'est vraiment hyper flou, hyper vague. On connaît une ligne d'un tableau Excel, mais on ne sait pas l'utiliser dans la nature. Par exemple, on va apprendre le mot avion. Donc le mot avion, voilà, on va apprendre que c'est un mot masculin, ok, très bien. Sauf que quand je vais dire je suis dans l'avion, la personne normalement avec une liste de vocabulaire ne va pas apprendre que déjà on fait l'élision avec le L, donc c'est l'avion, ou alors un avion, on fait le lien, un avion. Même chose avec le pays Inde. On n'utilise jamais le mot Inde, enfin le nom du pays Inde tout seul, il sera toujours lié. En Inde, l'Inde. Et donc, ces listes de vocabulaire, finalement, n'aident pas à mettre dans un contexte les mots. On les apprend tout seuls, ils sont tout nus, alors que en général, ils se déplacent en groupe. Il y a un verbe, il y a un sujet, il y a un complément, il y a plein d'histoires, il y a plein de choses qui vont autour des mots. Donc, comme tu as vu, j'ai une formation, je me souviens plus du nom, si c'est le système complet, quelque chose comme ça, de vocabulaire, et je dis non aux listes. Par contre, s'il y a des personnes qui veulent absolument faire des listes, parce que voilà, c'est un côté rassurant, ok pour faire une liste, mais après, il faut absolument mettre le mot dans une phrase. Un avion, ok, je vais dans l'avion, je suis dans l'avion, je t'appelle quand je suis dans l'avion, peu importe, mais il faut que ce soit dans un contexte. Téléphoner dans l'avion, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique, mais je vois bien. Ou quand j'arrive à l'embarquement, quelque chose comme ça. Ils se déplacent en groupe, en tout cas, j'aime beaucoup l'image et c'est assez parlant. Une autre des aspects de ton approche qui m'intéresse, c'est ton lien à la grammaire. Tu as dit, ça fait 15 ans que j'utilise le même livre. Est-ce que tu as été aussi influencée par la méthode de Calampariello? Comment tu as abordé ce point de vue-là? J'ai l'impression que c'est assez particulier parce que en termes de dosage, dans tes différents accompagnements, ça a l'air d'être assez léger pour donner la place à la conversation surtout. La plupart des personnes qui s'inscrivent à mes cours veulent parler. Bon, j'ai rencontré, évidemment, ça fait 15 ans que je fais ce métier, donc j'ai rencontré tout type de professeurs parce que j'ai aussi embauché des professeurs, mais j'ai aussi récupéré des élèves qui ont suivi des cours dans d'autres écoles et avec d'autres professeurs qui me racontent leurs histoires et leur parcours avec la grammaire. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait justement un échange de langue avec une Brésilienne, donc c'était 30 minutes en français, 30 minutes en portugais, et elle m'expliquait que par exemple, son tout premier cours de français, elle ne savait dire que bonjour, ça va. Son tout premier cours de français particulier, le prof voulait absolument qu'elle prononce correctement le et les. Ça a été 1 heure de cours comme ça. Elle m'a dit c'était épouvantable. Je dis oui, c'est épouvantable. Donc ça sert à quoi de bien prononcer le et les si elle sait même pas un seul mot en français, la pomme, la table, le fromage et des choses comme ça. Donc la grammaire, oui. Après, je trouve qu'il faut pouvoir doser dans le cours à partir du moment où la personne peut quand même parler, parce que l'objectif c'est de parler, c'est bien de faire des phrases parfaites avec pas de faute de grammaire, mais les personnes ont envie de parler. Et si une personne dit le garage ou la garage, on va comprendre le mot garage, c'est ça le plus important. Donc il y a faute et faute, évidemment il y a grammaire et grammaire. Pour mes élèves par exemple, on va faire un peu de grammaire par exemple 10 minutes ou 15 minutes pendant le cours, et je les laisse en autonomie après. Je dis voilà, on a fait ça c'est l'introduction imaginons, le subjonctif, le temps préféré de toutes les personnes qui apprennent le français, mais c'est aussi le temps préféré de toutes les personnes qui apprennent des langues latines, donc l'italien, l'espagnol, le portugais. Et je dis voilà, on va faire une introduction, mais par contre pour la semaine prochaine, il va falloir être en autonomie, donc ils doivent faire leurs devoirs, ils ont des exercices à faire. Et je dis ça, je peux pas le faire pour vous par contre. Et après, j'essaie de les motiver à faire des phrases en utilisant le temps l'aspect de grammaire qu'on a étudié ensemble. Ok, et je confirme pour le subjonctif. Pour l'espagnol et l'italien, c'est vraiment la chose que je déteste. Pour présenter petit à petit tout cet écosystème, j'aimerais qu'on commence par un de tes cours de groupe, The Weekly Dose of French, qui est accessible à partir du niveau A2. Et là, tu annonces 10% de grammaire, 90% de conversation. Tu m'as déjà donné plein d'infos sur
comment c'était amené? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que ça perturbe peut-être certains apprenants de A2 qui ont déjà des habitudes depuis le niveau A0 avec beaucoup de grammaire? Ou comment ça se passe ce passage ou cet accompagnement avec 90% de conversation dès le niveau A2? Alors, les tout premiers cours, quand ils viennent de s'inscrire, c'est un peu la panique. Et je leur dis, ça va être très désagréable, ça va être inconfortable. J'essaye vraiment de leur tirer les verres du nez. Il faut que tu parles. Donc, je vais te poser des questions. On a le temps, mais il va falloir que tu sortes les mots parce que c'est bien d'avoir plein de input, plein de choses qui sont enregistrées. Maintenant, il va falloir les digérer et les sortir. Et donc, les 3 premières semaines sont désagréables. C'est apprendre une langue étrangère et parler une langue étrangère, c'est apprendre à être confortable dans une situation très inconfortable. Et on passe par toutes les émotions. Enfin, moi, par exemple, je transpire, je rougis, je me dis, oh mon Dieu, je m'entends faire une erreur et je me dis, bon, c'est pas grave, c'est parti. Il y a plein d'émotions qui sont très désagréables qui arrivent quand on commence à parler. Et puis après, en général, ils sont beaucoup plus à l'aise. Et je ne veux absolument pas passer 1 heure de cours à enseigner la grammaire. Je déteste ça. Mes élèves détestent ça aussi. Je pense qu'ils l'ont fait avant, en arrivant. Donc, quand ils arrivent dans mon école, ils disent non, maintenant on va parler un petit peu. Et puis, il y a des mini-corrections que je fais quand ils parlent. Par exemple, c'est des petits groupes de 6. Je vais les mettre en groupe de 2. Donc, ils sont obligés de parler entre eux. Et en général, quand on est un peu face au pied du mur, on parle. On arrive un peu à sortir de sa zone de confort. Ils savent aussi qu'ils sont tous au même niveau, qu'ils ont tous les mêmes besoins. Il n'y a pas du tout de comparaison, il n'y a pas de compétition non plus. Donc, je pense qu'ils arrivent quand même à être à l'aise. Et je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est le moment où on est le plus vulnérable, où on est le plus fragile. C'est en début d'apprentissage qu'on doit faire ses premières phrases, quand on connaît des choses, qu'on n'arrive pas à les sortir et qu'on se dit mais il y a tout ça dans ma tête et je peux pas le dire et qu'on a peur d'être ridicule et je pense que c'est là où on a besoin d'être dans un espace protégé, un petit groupe pour parler. Tu as aussi le café français et là tu annonces carrément c'est zéro grammaire. Rien. et pourtant avec la promesse d'un avancement vers les niveaux supérieurs, donc à partir de B1 cette fois-ci, là comment tu promets ou tu annonces à tes élèves que ils vont progresser. Parce que souvent, on a l'impression que la progression, c'est une progression grammaticale. Et même moi, j'aurais ce biais-là. Donc, zéro grammaire. Et c'est uniquement du blabla. Déjà, c'est un cours qui est plus long que d'habitude. Donc, c'est pas 1 heure de cours, c'est 1h30. Une fois par semaine. Et je donne un sujet, une ressource, un contenu en français à travailler avant le cours suivant. Donc, ça va être un épisode de podcast, un documentaire, un article de presse sur un thème, un sujet, et je leur demande de le lire. En général, les élèves le font parce que parfois, ça m'arrive, surtout dans le Weekly Dose of French, les élèves ne font pas les devoirs, c'est des adultes. Hein. Donner des cours à des adultes, parfois, ils disent « Ah, non, j'ai pas eu le temps », ce que je comprends. Hein. Mais donc là, étant donné qu'il y a la conversation et que ça dure quand même 90 minutes, elle prépare les contenus et puis après on en discute et je pose des questions et donc après je dis voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cet article, comment ça se passe dans ton pays, est-ce que tu peux comparer avec ton pays, donc c'est plein de questions et je suis la locomotive donc je les fais parler, je suis très curieuse. Bon, imaginons que j'arrive au café français et je ne maîtrise pas le subjonctif. Aïe. Comment est-ce que le fait de participer chaque semaine va m'amener petit à petit à arriver à l'utiliser facilement dans mes conversations, par exemple? Si tu ne maîtrises pas, mais que tu connais... Bon, voilà, normalement, si tu as un niveau B1, tu as déjà entendu parler du subjonctif. Ouais. Donc, je vais te mettre un gros coup de pression. Et donc, je vais donner en amont, je vais dire, bon, le subjonctif, c'est pas extraordinaire. Donc, je vais te donner ces ressources-là à faire et tu dois les faire en 2 semaines. Et c'est hyper, hyper important parce que tu vas devoir les maîtriser pour les conversations. On l'utilise tout le temps, le subjonctif. Il est omniprésent, donc on peut pas l'éviter. Donc, il y aura des articles de presse où l'élève va revoir le subjonctif ou des expressions où on va l'utiliser. Donc, j'aimerais que... et des choses comme ça. Donc, je vais mettre un coup de pression. Si je vois que ça va pas du tout, que l'élève a pas le niveau, en général, je retire l'élève du groupe. Je dis, voilà, il faut passer au Weekly Dose of French où là, il y a encore de la grammaire et puis après, revenir dans le café français. Non, mais il y a besoin des fois d'être ramené dans un groupe où on est au bon niveau et pour mesurer ses progrès. D'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser en suivant, c'est il y a une promesse de progression, ou en tout cas de traquer ses progrès ou de suivi de son niveau. En quoi consistent ces tests? Comment ça se passe Donc, tous les 3 mois, ils ont un test de niveau. Il y a 100 questions. Il y a plusieurs tests dans l'école. Donc, il y en a un
que tout le monde fait quand ils arrivent dans l'école, c'est le test de base, et puis après j'ai plusieurs versions. Et donc je fais tourner ces tests-là dans mon école tous les 3 mois, et ainsi de suite, et il y a un rapport de progrès que je rédige, dans lequel il y a évidemment les résultats des tests, et puis après je donne d'autres conseils. Je reviens à ton écosystème d'offres. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup, ça c'est mon côté un peu geek, c'est ton Digital Study Planner pour atteindre ses objectifs, ça me plaît beaucoup. Moi, je voudrais savoir comment il est né ce cours, il répond à quels besoins et en quoi c'est important, les objectifs, quand on apprend. Il est né d'un besoin que j'ai identifié de personnes qui avaient déjà appris un peu le français, donc qui ont par exemple un niveau A2, et un des commentaires qui revenait souvent, c'était le manque de clarté, de structure de beaucoup de cours de français ou de professeurs de français. Et en France, en général, on est brouillon. Nous, on comprend ce qui se passe dans nos têtes et tout ça, mais pour une personne étrangère qui n'a pas l'habitude de comment on fonctionne, ça peut être déstabilisateur, ça peut être stressant aussi de savoir que c'est pas très carré. Donc je me suis dit, je vais créer une structure et aussi leur offrir l'opportunité de savoir où ils vont en français. Donc pourquoi ils apprennent le français, en combien de temps ils aimeraient atteindre ces objectifs-là. Ok, donc ça va encore plus servir à ceux qui veulent justement qu'on ce comportement de vouloir planifier, progresser, visualiser, comprendre, qui sont déjà dans cette dynamique de responsabilisation, mais qui ont besoin d'outils pour le faire pleinement, pour le mesurer pleinement. Ouais, je vois et bien. pour que ce soit moins brouillon aussi, que ce soit beaucoup plus clair. Donc tu vois, par exemple, l'apprentissage des langues, c'est plein de feuilles qu'on connecte à un arbre. Ben là, c'est l'arbre. De ta vision de 15 années d'expérience dans l'enseignement d'une langue, c'est quoi la notion la plus sous-estimée? Parce que pour moi, le fait de se fixer des objectifs, c'était le truc le plus sous-estimé de l'apprentissage des langues. Et pour toi, ce serait quoi? Moi, je dirais l'esprit de la notion de communauté ou de se faire des amis. Et c'est quelque chose qui est un peu balayé, je trouve. On n'en parle pas assez, mais même, je pense aussi il y a cet aspect de « Ah, on est adulte, on n'est plus comme les enfants dans un parc et donc on peut pas ou on ne doit pas ou ça ne doit pas être une priorité de se faire de nouveaux amis. » Pourtant, quand on apprend une langue, surtout si le fait d'apprendre une langue, que ce soit par choix personnel, imaginons pour un amoureux, mais si on n'a pas d'amoureux, par exemple, c'est mon cas avec le portugais brésilien, je n'ai pas d'amoureux portugais brésilien, donc l'objectif pour moi, à terme, c'est de me faire de nouveaux amis brésiliens ou qui parlent portugais brésilien, et c'est une magnifique manière de pratiquer une langue qu'on apprend, se faire des amis en rigolant, en découvrant plein de choses d'une nouvelle culture, en dehors des livres, en dehors des cours. Oui, puis on pourrait pas avoir un amoureux dans chaque langue qu'on étudie, ce serait un petit peu compliqué à gérer aussi. Et les qualités qu'il faut développer, on a parlé beaucoup de responsabilisation, on a parlé beaucoup de peut-être se viser des objectifs, d'être autonome. Quelles sont les autres qualités que tu verrais qu'il faut qu'on ait en soi ou qu'on active pour bien apprendre à apprendre une langue? Parce qu'il y a toujours une part de self-study ou d'autonomie dans l'apprentissage. Déjà, avoir envie d'être en contact avec la culture, aimer un petit peu la langue, je pense que c'est important. Donc, par exemple, moi, c'était le cas, c'était pas le cas avec mon néerlandais. Donc, étant donné que j'aimais pas trop la langue, que je me sentais pas, que j'étais pas une grande fan de cette langue-là, ça a été très difficile pour moi d'apprécier l'apprentissage. Donc, aimer la culture, la langue, ça aide. Et puis aussi, avoir une vraie motivation et accepter de sortir de sa zone de confort. Je pense que ça doit faire partie aussi des caractéristiques à prendre en compte. Moi, je te trouve vachement décomplexée. C'est un compliment sur le fait de dire, écoutez, les gars, c'est pas facile. Alors que moi, je dis plutôt, allez, lancez-vous, c'est simple. Et puis, une fois que les gens sont lancés et qu'ils me disent, bon, Coralie, comment je fais pour continuer? Un peu plus d'effort, un peu plus de consistance, un peu plus de discipline. J'ai tendance à le cacher un peu. Mais je pense que c'est peut-être même encore plus sain et honnête de dire, bon, non, les gars, partez du principe qu'il faut y aller, il faut être motivé et que ça va demander une certaine dose d'effort pour atteindre un bon niveau, quoi. Exactement. Même pour tous les polyglottes, il y a des moments où c'est pas agréable. Et puis, si c'était facile, tout le monde serait polyglotte. Tout le monde parlerait français couramment. Donc, c'est comme le sport. Il y a des moments où on va avoir des courbatures, ça va être dur, on va se blesser, on va douter, il faut réajuster. Et c'est aussi un magnifique voyage avec nous-mêmes, parce que c'est la résilience, de l'endurance, de dire, allez, bon, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais je vais quand même y aller. Et je dis à mes élèves, les jours où vous n'avez pas envie de me voir, les jours où vous n'avez pas envie de participer au cours,
c'est ces jours-là qui font la différence. Il faut absolument venir. Clairement. Alors, il y a bien sûr ton site internet qui sera dans la description de cet épisode, mais quels sont les réseaux sociaux chouchous, les autres endroits où peut-être tu donnes rendez-vous aux personnes qui nous écoutent? Alors, mon réseau chouchou, c'est Instagram. Mais Instagram ne m'appartient pas. Donc, tant que le Instagram existe, je suis sur Instagram. Il y a aussi LinkedIn où mes contenus sont un peu plus sérieux sur LinkedIn, mais je poste aussi régulièrement sur LinkedIn. Et puis après, il y a le podcast. Ça, c'est vraiment celui que je chouchoute encore plus qu'Instagram, où là, je fais des recherches pour les contenus et les contenus sont vraiment plus élaborés que Instagram. Donc, le podcast, le français avec Yasmine. On arrive tout doucement vers la fin. Et la question rituelle de ce podcast, c'est qui est-ce qu'on devrait recevoir aussi à la Fabrique à Polyglotte pour qu'on puisse continuer à discuter sur comment on apprend à apprendre des langues? Je pense notamment à ma première professeure de portugais, Virginia Langamer, de l'école Speaking Brazilian. Elle parle français, anglais, portugais. Je pense qu'elle parle aussi allemand. Brillantissime. Richard Simcott, je ne sais pas si tu connais, si tu l'as déjà eu. Son français est très très beau aussi. Je pense que d'ailleurs, il me semble que j'ai cru comprendre que le français, c'était la première langue étrangère qu'il avait étudiée. Ok, j'irai creuser de ce côté-là. Merci beaucoup. Et pour conclure cet épisode, je vais te redonner la parole pour que tu puisses choisir de conclure avec le mot de la fin sur ce qui pour toi est le plus important de notre échange. Ce qui doit vraiment être retenu, c'est, je pense qu'il faut être patient. Et de nos jours, c'est ce qui est de plus en plus difficile avec l'accès immédiat à tout. Mais les plus beaux projets prennent énormément de temps et surtout l'apprentissage, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. C'est un voyage qu'on commence et qui est assez long pour pouvoir parler couramment, naturellement et se sentir à l'aise et être indépendant. Mais c'est encore plus beau après. Une fois qu'on est indépendant, on découvre des petits détails comme ça qui nous émerveillent à chaque fois et c'est micro-découvertes qui se disent « Oh, c'est trop chouette !» En tant que grande impatiente, c'est aussi un très bon rappel pour moi que oui, les bonnes choses prennent du temps. Merci beaucoup Yasmine pour tous ces conseils. Je t'en prie Coralie. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.